Avec nous, maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, le principal accusé de ces viols. Bonjour madame et merci d'être en direct avec nous. Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV est en direct d'Avignon pour suivre le procès qui entre en fait, qui va entrer dans un nouveau chapitre. Et c'est un premier chapitre qui va se clore aujourd'hui avec la fin des auditions de ces 51 hommes. Alexandra, on voit derrière vous le public continue d'affluer pour assister à ces audiences, pour essayer aussi de tenter de cerner la personnalité de ces 50 accusés. Mais on le voit derrière vous, il y a déjà du monde pour assister à cette audience, Alexandra. Oui. Alors que le tribunal n'a pas encore ouvert ses portes et vous le voyez, beaucoup de monde derrière nous. On est arrivé ici à 7h45 avec ma collègue Fantine Danzer et il y avait déjà du monde ici présent. Béatrice Zavaro, je voudrais qu'on commence avec vous, parce qu'il y avait un petit doute sur la présence de Dominique Pellicot à l'audience. Il a subi une petite intervention chirurgicale hier, il sera là? Il sera là. J'ai eu confirmation hier soir qu'il avait été extrait du CP du Pontet pour un examen médical vers l'hôpital de Marseille, mais qu'il a réintégré sa cellule hier soir et donc il sera présent ce matin. Alors la Cour va entendre les derniers accusés. Il faut rappeler qu'il y en avait 50 en tout, plus Dominique Pellicot. Pendant des semaines, on a écouté évidemment ces auditions, certaines très lourdes, avec des vidéos qui ont été projetées. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ces auditions ? Des auditions qui sont manifestement sans surprise. C'est-à-dire que vous avez quand même des gens qui viennent dire que Dominique Pellicot est un menteur et un manipulateur, qui les a trompés, qui les a abusés, mais il faut se souvenir aussi que ça, c'est la ligne, c'est la droite file de l'instruction qui avait été menée depuis 2020. Et en même temps, il faut se souvenir aussi que vous avez affaire à un homme qui, pour la première fois, non seulement s'accable, se responsabilise totalement des faits qui lui sont reprochés, mais en plus fournit à la justice les preuves, je dirais incontestables, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas les preuves de sa culpabilité et de certains autres, puisque certains dénient à ce stade leur responsabilité encore dans les faits commis. Alors, c'est important le mot que vous prononcez, ce mot de déni, parce que c'est vrai qu'il est revenu, c'est la perception qu'on a eue beaucoup en écoutant les accusés. Et je voudrais qu'on écoute Stéphane Zabonneau. Stéphane Zabonneau, c'est l'un des avocats des parties civiles. Chacun de ces hommes, individuellement, a des traits de caractère relativement répandus chez les accusés. Ce manque d'empathie, cet égocentrisme, et puis aussi, et ça on ne peut pas du tout l'écarter, l'omettre, une certaine vision des relations avec la femme. Et la phrase forte qui revient à Alexandra Gonzalez assez souvent chez ces hommes, c'est de dire « je ne suis pas un violeur ». Autrement dit, le déni. Oui, c'est-à-dire qu'ils arrivent à admettre pour certains, pas tous, pour certains, le mot viol, mais pas je suis un violeur. Et je vous prends pour exemple ce pompier qui était à la barre hier et qui dit j'ai commis un viol, mais je ne suis pas un violeur. Ce que vous voyez sur ces vidéos, c'est pas moi, c'est mon corps, mais ce n'est pas mon cerveau. Et en fait, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi le fruit de la société, de la culture du viol? C'est-à-dire que on a toujours dans l'imaginaire cette idée que le viol est commis par un homme complètement fou dans la rue, la nuit, sur une femme devant un porche d'immeuble. Or, ce qu'il se dégage ici aussi de ce procès, c'est ce que montrent les faits, à savoir que la majorité des agressions sexuelles sont aussi commis, ou des actes sexuels, des viols, sont commis par des personnes de l'entourage de la victime. Et ici, ce que l'on voit quand même, c'est que s'il n'y avait pas eu ces vidéos qui montrent chaque acte sexuel jugé ici, des vidéos filmées, on le rappelle, par Dominique Pellicot à chaque fois au moment des faits, eh bien, ce procès aurait été celui, comme beaucoup de procès, de parole contre parole. Parole d'un côté d'une victime face à la parole d'hommes décrits par leur entourage comme des pères de famille aimants, comme des compagnons sans sexualité déviante ou encore comme des collègues de travail appréciés. Maître, quelle est votre lecture à vous? Comment vous expliquez que certains, effectivement, refusent de se reconnaître sur les vidéos malgré l'évidence? Je crois que votre correspondante a parfaitement résumé la situation. Dans l'esprit de chacun, un viol reste un viol avec violence.
Et il faut se rappeler quand même que le code pénal prévoit la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Et là, nous sommes sur un viol par surprise. Et c'est une notion qui n'est pas usuelle et qui n'est pas, comment dire, habituelle dans la notion de viol. On parle toujours de la violence, mais jamais de la surprise. Et elle a tout à fait raison de dire que les vidéos montrent ces actes sexuels qui sont faits, qui sont commis en dépit du bon sens sur une femme qui est totalement inerte. Et certains continuent à dire qu'ils ne sont pas des violeurs parce que je crois que dans leur esprit, un viol, encore une fois, égale un homme au détour d'un virage, d'un parking, d'un souterrain, qui agrippe une femme et qui la viole et lui impose des choses sexuelles. Donc voilà, je crois qu'on est sur ce vrai décalage entre le viol par violence et le viol par surprise, qui de fait existe dans le code pénal, et ce dossier en est l'illustre, comment dire, la parfaite application, la parfaite illustration. J'ai été troublé par les mots du docteur Philippe Darbour, un expert, hier, et qui dit qu'il n'a pas constaté chez les prévenus, et notamment chez les 7 derniers, de troubles psychopathologiques ou de tendances sexuelles déviantes. Et il ajoute, aucun de ces 7 hommes ne peut être considéré comme un abuseur sexuel. Comment avez-vous réagi ? Alors moi personnellement, j'ai écouté parce que je ne suis pas intervenue auprès du docteur Dalbour. En revanche, l'avocat de Madame Pellicot, à juste titre, à mon sens, s'est levé pour dire que ce médecin avait considéré que n'était pas un abuseur sexuel aussi bien celui qui était venu une seule fois comme celui qui est venu 6 fois. Parce que dans le lot des accusés qui ont été examinés par le docteur Dalbour figure un homme qui est venu 6 fois et dont il nous dit qu'il n'est pas un abuseur sexuel. La question se pose de savoir donc à partir de quand un homme est un abuseur sexuel, surtout quand on vient nous dire qu'un homme qui est venu 6 fois n'en est pas un. Donc voilà, c'était un petit peu, c'est des expertises qui ont interrogé la Cour, qui ont interrogé tous les intervenants que nous sommes, parce que qualifier d'un homme qui n'est pas un abuseur sexuel aussi bien celui qui vient une fois que 6 fois, ça pose question, véritablement. Allez, Alexandra ? Oui, et ce que je voulais rajouter, ce qui se dégage aussi de ces semaines d'interrogatoire d'accusés, c'est que beaucoup ont pour ligne de défense « je n'avais pas l'intention de violer ». Et donc, comme si pour eux, ça les dédouanait finalement de l'horreur, de la violence, de l'acte commis, comme ils n'en avaient pas l'intention. Et cette intention, c'est aussi ce qui revient dans la bouche de l'entourage de certains de ces accusés qui sont venus défendre à la barre leur père, leur compagnon, leur ex-compagnon, en disant en fait il n'a jamais eu de mots déplacés, il n'a jamais eu d'actes déplacés avec moi et je le crois quand il me dit qu'il n'a jamais eu l'intention. Comme si finalement le fait de ne pas avoir l'intention, d'avoir la sensation, c'est leur ligne de défense, que Gisèle Pellicot était consentante parce que Dominique Pellicot leur avait assuré, et bien finalement ça les dédouanait de l'accusation de viol ou d'agression sexuelle. Et tous disent quand on est venu, eh bien on pensait qu'on allait participer à un jeu libertin, sauf que c'est ce que montrent aussi ces vidéos. Il y a une femme complètement inerte qui subit des actes sexuels, et il est évident quand on voit ces vidéos qu'il n'y a absolument pas de consentement. Et donc dire je suis arrivée, je n'en avais pas l'intention mais je l'ai quand même fait, eh bien c'est une ligne de défense qui est très compliquée à tenir dans cette salle d'audience. Et dans les notions également importantes, qui ne sont pas évidemment des excuses, mais ce qu'on constate aussi, c'est que dans les témoignages de ces accusés, beaucoup disent, racontent qu'ils ont été eux-mêmes abusés pendant leur enfance. Alexandra. Oui, alors, pardon. Pardon, on m'avait dit pour maître. Allez-y, maître, je vous laisse commenter. Vous avez raison, monsieur, c'est une constante, c'est un paramètre qu'on retrouve dans chacun des profils des accusés, quasiment, parce que certains n'ont pas subi ce sort-là, mais beaucoup ont un paramètre sexuel dans l'enfance qui a, à mon avis, cabossé un peu leur parcours de vie. C'est un point commun. Mais est aussi un point commun ce que votre correspondante expliquait il y a quelques instants, c'est-à-dire que vous avez des femmes, des mères, des compagnes, des sœurs qui viennent dire que c'était un homme qui était bien sous tout rapport, qui n'avait aucune difficulté, que c'était un homme apprécié de son entourage. Et Madame Pellicot est venue à la barre en disant « Moi, j'ai entendu ces femmes venir parler de leurs proches et j'avais le même à la maison ». Donc, on est là aussi sur un paramètre qui est tout à fait commun entre Dominique Pellicot et les accusés, aussi bien sur le profil lisse de leur personnalité que sur leur parcours de vie un petit peu cabossé par l'enfance, avec parfois, souvent, un père maltraitant, un père violent,
un père non-aimant ou carrément un père absent. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. La fin donc de l'audition des 7 derniers accusés aujourd'hui donc à Avignon. Merci infiniment, il est 8h22.